Salut à tous et bienvenue dans le podcast La Source. Moi c'est Franck et je suis un passionné de lecture. Je suis toujours à la recherche du bon bouquin, je suis toujours à la recherche du bon article, du dernier livre qui va pouvoir m'aider dans mon quotidien, qu'il soit professionnel ou qu'il soit personnel. Et parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, parce qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue, on a besoin de limiter le nombre de lectures qu'on fait. On a besoin de se reposer sur un nombre de ressources qui sont fixes et qu'on va revisiter dans le temps. Le but, c'est de remonter à la source, de trouver les 20 livres de référence pour être meilleur professionnellement, être meilleur personnellement, mentalement, physiquement. Alors bienvenue dans cette aventure, bienvenue dans la source. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Source. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une série de livres qui est intéressante et qui est les Harvard Business Reviews, les 10 livres à lire, les 10 must-reads de Harvard Business Reviews. Donc en fait, c'est une série de livres qui est thématique, qui regroupe des articles qui ont été publiés par des auteurs, par des chercheurs, sur une série de thèmes qui sont différents. Aujourd'hui, on va plutôt parler du thème autour du leadership, un livre que j'ai commencé à lire, qui n'est pas fini. Et en fait, il y a une quinzaine de chapitres qui sont tous des articles qui ont été publiés par des auteurs connus. On va retrouver Peter Drucker, par exemple, qui a écrit The Effective Executive, Jim Collins, qui a écrit Good to Great, d'autres que je connais un peu moins, mais l'enjeu de ces livres est de condenser la connaissance sur une thématique à partir d'écrits qui ont été validés par des auteurs qui ont écrit et qui ont marqué un peu l'histoire de la thématique qui est inclus dans le livre en question. Aujourd'hui, on parle donc de leadership et notamment dans ces premiers éléments autour du leadership, j'avais envie de vous résumer ou en tout cas de parler des 4 premiers chapitres. Donc on va essayer de les faire en une fois, on les fera peut-être en 2 épisodes cette fois-ci. Ces 4 premiers chapitres, donc vous me pardonnerez, c'est un livre qui est écrit en anglais. J'essaierai de traduire de manière la plus claire possible et je vais essayer de le faire pour que ce soit intelligible. Mais les 4 premières parties de ce livre abordent des points qui sont importants pour essayer de se forger une théorie autour du leadership, je pense, et qui peuvent être applicables, en tout cas qui peuvent être utiles dans la manière d'aborder le leadership. Et le leadership, bien sûr, quand on va en parler au sein d'une entreprise, on pense directement au leadership du dirigeant, mais le leadership, en fait, peut et doit s'appliquer dans différents périmètres professionnels. Donc, on peut trouver du leadership chez un manager, on peut trouver du leadership chez n'importe quelle personne, à n'importe quel niveau dans l'échelle hiérarchique de l'entreprise. Le leadership n'est pas une question de statut, c'est plutôt une question d'état d'esprit, de mindset et d'exécution en fait. Et le leadership, ça se travaille. Et c'est de ça c'est ce qu'on va creuser en fait dans les différents chapitres de ce livre. Alors, les 4 parties, elles se décomposent de la manière suivante. Ce qui fait un leader, c'est la première partie, un article de Daniel Goleman. Qu'est-ce qui fait un effective executive, donc un dirigeant efficace ou un manager efficace. Donc ça, c'est vraiment issu du livre de Peter Drucker, The Effective Executive. La troisième partie, c'est ce que font réellement les leaders de John P. Kotter et le travail du leadership par Ronald Heifetz et Donald Lowry.
Donc ce sont les 4 parties qui, je pense, pourront maintenant brosser un portrait du leadership qui, j'espère, pourront vous aider aussi à allumer des petites ampoules, à tirer des fils, à vous inspirer, à donner des idées sur la manière dont le leadership peut être appliqué. Et en tout cas, moi, je m'en inspire, ou en tout cas, j'essaie de m'en inspirer pour ce que je réussis à m'en souvenir et au quotidien. Alors, dans la première partie, ce qui fait vraiment un leader, ici, on parle d'un article de Daniel Goleman. Il y a véritablement 5 idées qui sont autour de l'intelligence émotionnelle, qui nous sont partagées. Donc Daniel Goleman, il développe les 5 points clés qui font un leader. Le premier point, c'est la conscience de soi, donc ce qu'ils appellent le self-awareness. Donc c'est d'être capable de connaître ses forces, ses faiblesses, ses motivations, ses valeurs et l'impact qu'on a sur les autres. Donc là, il y a vraiment un côté connaissance de soi qui est important. Le deuxième point, c'est la régulation, l'autorégulation. Le fait de contrôler ses impulsions, ses humeurs, c'est le deuxième point qui est évoqué. Le troisième point, c'est la motivation, juste le fait d'être motivé de manière intérieure. Le quatrième point, c'est l'empathie. L'empathie, le fait de comprendre les émotions des autres personnes. Et le cinquième et dernier point, ce sont les compétences sociales, le fait de pouvoir élaborer des rapports avec les autres pour les emmener dans des directions qui sont désirées par le leader en question. Donc ces 5 compétences sont intéressantes puisqu'elles permettent déjà de mettre un cadre autour d'une base à travailler, ou en tout cas une base que le leader ou les leaders peuvent avoir conscience lorsqu'ils sont au quotidien. C'est la capacité à être conscient de soi, de ses forces, de ses faiblesses, de ses compétences, d'être régulé, donc maître de ses émotions, maître de ses impulsions, de travailler la motivation, d'être empathique vis-à-vis des autres et de construire des rapports au travers de compétences sociales. Et ça, c'est finalement quelques points qu'on peut avoir en tête et garder à l'esprit sur cette intelligence émotionnelle. Et moi, par exemple, je me mets un post-it toujours avec ces cinq points: self-awareness, self-regulation, motivation, empathy et social skills. Et en fait, si on rentre un peu dans le détail, la connaissance de soi, elle permet d'avoir un meilleur niveau de confiance, je dirais. L'exemple qui est pris dans ce livre, c'est un exemple assez simple et assez basique, c'est que si vous êtes manager, que vous savez que sous la pression des deadlines, sous la pression du temps, vous êtes mauvais au sens humain du terme, comme mauvais peut-être au sens de la compétence, dans ce cas-là, sachant ça, vous connaissant, vous pouvez planifier votre environnement pour être meilleur. Et donc planifier à l'avance, organiser, solliciter les personnes en amont. Et en fait, l'enjeu, c'est d'avoir une vision objective de soi. On peut faire un certain nombre de tests de personnalité qui vont révéler des traits ou des affinités plus particulières avec certains aspects de notre vie qui nous sont plus difficiles, d'autres qui nous sont plus simples. Je sais que, par exemple, moi j'ai un fonctionnement, par exemple, avec les emails qui est un peu particulier, c'est-à-dire que je sais très bien que si j'ouvre ma boîte mail et que j'ai des emails ça peut être assez commun à tous, mais si j'ouvre ma boîte mail et que j'ai des emails qui sont non lus, non traités au moment où je l'ouvre, je vais avoir une envie de lire et de traiter et de vraiment exécuter cette tâche parce que je veux terminer. Pour moi, c'est une tâche à terminer. C'est une chose à faire. Pour autant, par moment, j'ai besoin d'être dans des temps où je me plonge et je ne suis pas distrait par des choses annexes, par des notifications, par des sollicitations. Et je parle des mails, je peux parler d'autres sollicitations, je peux parler des messages, je peux parler des messageries instantanées. Toutes ces notifications me donnent une envie, et je pense que c'est naturel, nous donnent tous une envie de devoir répondre à l'instantané.
au détriment de travaux de fond, qui sont là aussi importants. Je sais que je suis moins fort si je ne suis pas concentré pendant une période de temps donnée et pour laquelle je peux me plonger dans une tâche précise. Donc pour ça, je fais des batchs. En tout cas, j'ai configuré ma boîte mail pour que mes mails n'arrivent qu'à des moments précis dans ma boîte mail. Par exemple, si je me connecte sur ma boîte mail à 10h47, je n'aurai pas de nouveaux mails. Mes mails arriveront à 11h30 ou 12h. Ils arriveront tous en même temps. Tous les mails nouveaux qui sont venus entre la veille au soir et 12h seront batchés à 12h. Ce qui me permet ensuite de planifier un temps pour exécuter ces réponses et traiter ces mails après avoir planifié des tâches qui sont, pour moi, en tout cas de mon point de vue, à plus forte valeur ajoutée et pour lequel j'ai besoin d'un temps de concentration sans défocus. C'est une manière de dire que moi dans l'urgence, et dans l'urgence des demandes à droite à gauche, j'ai envie d'y répondre et le fait de vouloir y répondre m'éparpille, me stresse, me rend moins performant et donc j'ai dû mettre en place un système pour contrer cela. Si on développe le deuxième point sur le contrôle des émotions, la régulation, comme il l'appelle, le contrôle de ces impulsions, c'est un point important puisque ça permet aussi d'augmenter la confiance que les autres ont vis-à-vis de vous. Quelque part, le confort dans des situations qui peuvent être ambiguës. On ne se laisse pas dépasser par ces émotions. Et ça, c'est difficile. Par moment, on a des situations où un collègue ou une personne, par sa réaction, par ses remarques, va déclencher une réaction automatique. Et ça, on pourra en reparler dans liés à d'autres livres sur le côté psychologique et le côté de réaction de notre cerveau. Eh bien, ces actions ou ces paroles d'autres personnes en face de nous peuvent déclencher des réactions automatiques qui font exploser notre émotion. On a tous, une fois, pété un plomb face à une personne qui nous a fait une remarque, qui nous a fait un geste, qui a eu une réaction qui a déclenché une émotion, qui peut être la colère, qui peut être la tristesse, qui peut être la frustration. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que on a, en tant que leader, un devoir de réfréner ses pulsions. Quand j'ai un collaborateur, quand j'ai un collègue, quand j'ai une personne autour de moi qui plante une tâche, oui, par moment, je m'énerve. Et c'est court-termiste, je me laisse déborder par mes émotions. Et je sais, au fond, que ce sont des choses qui ne sont pas constructives. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer dans une mécanique où on casse la relation, on perd Jocko Willink, qui est un des podcasts que j'écoute aussi, on perd du capital de leadership. On perd des points de leadership, on perd de la confiance. Le fait de s'énerver, le fait de céder à ses émotions, de ne pas être régulé, ça entraîne une réduction de la confiance. Et donc, de mon point de vue, ce que j'essaie toujours de faire, c'est que face à une erreur, face à une difficulté, eh bien, ça nous force en tout cas à prendre du recul et ne pas céder à la première émotion qui nous vient, qui nous traverse et qui peut être légitime, mais qui peut être destructrice pour le long terme, en tout cas d'une équipe. C'est pas toujours facile, mais n'oublions pas, en tant que leader, qu'on construit des choses pour le long terme, que les réactions court terme peuvent avoir un gain court terme, mais elles ont aussi un risque qui est celui de perdre le capital de leader que l'on met du temps à construire. Et donc derrière, aller emmener les gens peut être plus difficile puisque ce manque de régulation peut être un facteur d'instabilité, en tout cas, peut être ressenti comme un facteur d'instabilité pour les personnes. Parce que c'est comme ça que je le vois. Donc la régulation de ces émotions, c'est un point important, c'est un point qui force les leaders, je pense en tout cas, à souffler un grand coup, analyser la situation et réagir plutôt à froid. Un exemple que j'essaie de mettre en pratique au quotidien, qui est difficile, c'est que je me sers de ces émotions plutôt maintenant comme un élément déclencheur, un élément en tout cas plutôt un signal d'alarme. Effectivement, des fois, une remarque va m'atteindre. Là, il y a deux options. Soit j'ai le temps de me poser et de me dire, oula, signal d'alerte, que se passe-t-il ? Vigilance, mais vigilance, posons des questions, soyons curieux, empathie et mettons-nous à la place des autres. Et puis parfois, ça marche pas. Et par moment, par moment, je ne suis pas
autorégulé et je pète un plomb. Mais c'est pas bien. En tout cas, je pense que c'est pas efficace sur le long terme. Le troisième point, c'est donc on parlait de la motivation. Et en fait, la motivation, ce qui est assez marrant dans ce livre, c'est qu'il parle vraiment de la motivation dans le sens juste être motivé pour le fait d'être motivé, pour aimer être motivé, d'avoir cette passion, de juste travailler à des nouveaux challenges, de mettre de l'énergie sur l'amélioration. Voilà, de ne pas se laisser abattre par l'échec. Et l'échec, on en parlait plutôt dans le livre autour de Napoléon Hill. C'est voilà, la motivation, c'est juste faire des trucs, tester, avancer et rester enthousiaste et motivé. Et l'enjeu, c'est de pas se laisser finalement miner par des micros échecs et de rester positif, de rester motivé vers un esprit d'apporteur de solutions. Et je pense que ça, dans le milieu des startups, c'est extrêmement important parce on est dans des milieux qui vont très vite, qui bougent très vite. On essuie des échecs tous les jours, plusieurs fois par jour. On apprend, on recrée on crée des produits de zéro, on refait des choses, on apprend un marché, on apprend un produit, on apprend une exécution opérationnelle. Et ça nécessite d'être tout le temps motivé pour résoudre ces problèmes. Le quatrième point, c'est l'empathie. Et en fait, là, dans l'empathie, on parle vraiment de prendre en considération les émotions des autres. Donc déjà, on parlait du premier point sur la régulation, c'est de se prendre un temps de recul, un temps de pause pour imaginer, en tout cas pour évaluer les émotions qui nous traversent et les utiliser comme un signal qui nous permet ensuite d'analyser une situation. Là, on parle vraiment de s'ouvrir et de regarder ce que les autres nous donnent en termes d'émotions, et spécialement quand il s'agit de prendre des décisions. Les émotions des autres sont aussi des signaux qui nous permettent d'aller les questionner. Une personne qui me répond de manière agressive, c'est quelque part qu'elle se sent blessée, qu'elle se sent menacée, qu'elle se sent atteinte par une situation, par mes paroles, les paroles d'un autre collègue. Et donc il faut aller chercher à comprendre et donc on a le devoir en tant que leader ou en tant que leader d'un groupe, et encore une fois, je parle pas de statut ou de hiérarchie, mais en tant que leader d'un groupe, on a le devoir d'identifier ces signaux pour en faire des questions et pour aller creuser une situation et d'être vraiment plus pragmatique, de comprendre les autres. Et dans le fait de comprendre les autres, de comprendre leur historique, ou en tout cas leur historique émotionnel, eh bien, on peut les aider à grandir et à déminer potentiellement des situations et aussi à construire ce capital de leadership qui est essentiel. Le dernier point, c'est les skills, en tout cas les compétences sociales. Et là, les compétences sociales, c'est la capacité qu'on a d'entraîner les autres. En tant que leader, eh bien, on n'a pas le choix, on n'est pas tout seul. On a envie d'être à l'avant d'un groupe, ou faire partie d'un groupe qu'on emmène avec nous, pour lequel on impulse une dynamique, et ça fait partie d'une des compétences qui est clé. On doit persuader les autres en fait de nous suivre. On doit les convaincre. On doit les convaincre de traverser des épreuves avec nous, qui peuvent être difficiles, qui peuvent être longues. Et ça, c'est peut-être un des points qui est, en tout cas, qui peut être complexe, puisqu'en fait, on vient créer un groupe. Un groupe est constitué de différentes individualités pour lesquelles on a des profils qui réagissent de façon différente, qui ont des appétences différentes, qui ont des manières de voir les problèmes et les choses différentes. Et en fait, nous, notre capacité de leader, en étant régulé, en connaissant nos compétences, en connaissant les compétences des autres et en prenant en compte les réactions et les signaux que notre groupe nous remonte, eh bien, on doit être capable de les emmener. Et avec ces cinq compétences, donc je rappelle la connaissance de soi, la régulation, la motivation, l'empathie et les compétences sociales, eh bien, on a un socle qui est déjà assez intéressant pour s'entraîner en tant que leader. Alors je vous invite effectivement sur ces aspects-là à mettre en place certaines actions. Des actions sur la connaissance de soi, ça peut être très vite. Hein. Il y a une multitude de tests de personnalité qu'on a tous fait, ou que beaucoup ont fait pour apprendre à se connaître. Il y a le MBTI, il y a les 16 Personalities, qui est un site intéressant. On parlait du ProcessCom, on parlait du Map and Match, qui sont des
d'autres séries de tests. Le Strength Finder aussi, qui est un livre qui se fait, et en naviguant là-dedans, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur soi, comment on aime gérer les problèmes, gérer les conflits, comment on aime travailler, quelle phase de projet on préfère, quelle phase de projet on déteste, quelle typologie de travail on apprécie versus d'autres non. Ça, c'est assez important pour comprendre aussi dans quelle direction nous, en tant que leader, nous focaliser. Et aussi donc, quelles sont les compétences et les profils à aller chercher. Et ensuite, pour ce qui est régulation, motivation, c'est plus une question du quotidien. Prendre du recul, avoir une passion pour la résolution de problèmes, pour la résolution de situations. Ça, c'est des choses qui peuvent se travailler ensemble. Et enfin, les deux derniers points qui sont l'empathie et les compétences sociales, c'est vraiment le côté de se mettre à comprendre les signaux qui nous sont offerts par les autres. Ça peut être des signaux verbaux, des signaux physiques, ça peut être dans l'interaction, dans la gestuelle des gens, d'être curieux de ça, d'aller vraiment avoir un regard observateur sur l'environnement. Parfois, en tout cas tous les jours, moi j'ai une petite note, et quand j'ai une interaction avec quelqu'un, que je me rends compte d'une chose qui déclenche une réaction chez une personne, que je constate, que j'identifie, eh bien je me mets une petite note pour juste savoir est-ce que il y a vraiment eu un truc. Et puis après, quand je la relis à froid, si ça a du sens, eh bien je vais aborder ce point avec la personne pour aller creuser le sujet par moment. Et on tombe sur des sujets de management, on tombe sur des sujets d'action à mener. J'identifie au sein d'une équipe, j'identifie des parties du groupe qui sont insatisfaites, des modes de communication, ça peut être le management, ça peut être les actions qui sont menées, ça peut être des critiques qui sont formulées à l'égard d'une autre personne. Ça, pour moi, c'est un signal. Ce signal, ensuite, il est digéré, utilisé à froid pour avoir une conversation qui est constructive et qui est plus dans la curiosité vis-à-vis de la personne qui est visée, vis-à-vis de la situation ou des instances qui sont visées pour trouver une solution. Finalement, on a fait un chapitre assez dense sur ces 5 compétences. Il nous reste, je pense, 3 bonnes sessions qui peuvent être intéressantes et qui sont assez nombreuses en termes en termes d'idées, en termes d'actions qu'on peut mener au quotidien, ou en tout cas, l'enjeu, je pense que dans ces livres, c'est pas tant d'avoir des choses, des méthodos apprises par cœur et applicables de manière mécanique, c'est plus d'avoir une série de points de repère sur lesquels on peut s'appuyer. Et si de temps en temps on y pense un peu plus, on pourra, en l'occurrence ici, être un meilleur leader, on pourra être un meilleur entrepreneur, un meilleur manager, une meilleure personne. Et ça, c'est ce en quoi je crois, c'est qu'à force de lire et de relire ces livres, d'avoir ces concepts qui infusent dans notre quotidien, eh bien, on sera capable d'être un peu meilleur tous les jours. Et je suis très content d'avoir relu ces paragraphes, puisque ça me rappelle que, eh bien, par moment, je perds le contrôle de mes émotions. Je n'écoute pas suffisamment les autres. Et ça, c'est peut-être 2 points que je travaillerai. En tout cas, quand je n'écoute pas suffisamment les autres, je ne fais pas suffisamment attention aux signaux que les autres donnent. Et donc, je suis pas suffisamment attentif à leurs émotions et donc aux émotions qui m'entourent. Et je pense que c'est toujours des choses qu'il faut garder en tête pour pouvoir améliorer, on va dire, le groupe dans lequel on a envie d'être ce fameux leader. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. La prochaine fois, on attaquera ce qui fait de vous un manager, ou en tout cas un dirigeant efficace. Jusqu'à là, pensez à ces points dans votre quotidien. Prenez un peu de hauteur. Apprenez-en sur vous-même. Écoutez les autres. Et à la prochaine!